Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission Science et civilisation, Ilm wa Hadara. C'est une émission qui suit le parcours d'un chercheur dans les sciences. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Amel El-Fellah Saghrouchni. Bonjour Madame. Bonjour Sylvain Khalouf. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux que vous ayez trouvé un moment entre les deux pays, puisque vous vivez entre le Maroc et la France, d'être avec nous aujourd'hui. Si vous voulez bien, nous allons commencer par votre parcours. Vous avez grandi dans cette ville, Rabat. Tout à fait. Donc, si je me souviens bien de ce que je sais de vous, c'est que vous avez eu un bac marocain. Tout à fait. Au lycée Amar Khiyam. Oui. Un baccalauréat sciences et mathématiques. Oui. À l'époque, on disait sciences maths. Oui. Au lycée Amar Khiyam à Rabat. Après, j'ai fait une maîtrise de maths informatique à l'université Louis Pasteur à Strasbourg. Et après cela, j'ai rejoint Paris, où je suis jusqu'à encore aujourd'hui. Ça fait une trentaine d'années. Alors, à Paris, j'ai fait un doctorat en informatique, spécialité intelligence artificielle. Après, j'ai fait une habilitation à diriger les recherches. Et je suis professeur à Sorbonne Université depuis 2002, à la faculté des sciences et d'ingénierie, qui s'appelait à l'époque Université Pierre et Marie Curie. Donc j'ai créé une équipe en 2006 d'intelligence artificielle dans un domaine qui s'appelle les systèmes multi-agents. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Oui, tout à fait. Et puis je m'occupe aussi d'un département d'intelligence artificielle et sciences des données qui regroupe à peu près 120 personnes au laboratoire d'informatique de Paris 6. Voilà, alors précisément dans ce laboratoire, j'ai cru comprendre que vous ne dissociez pas entre la recherche et l'enseignement, et que vous avez dirigé plus d'une trentaine de thèses, et aujourd'hui, donc, votre savoir a été complètement transmis, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces chercheurs en devenir? Oui, tout à fait. Alors, j'ai encadré, j'ai eu énormément de collaborations internationales, donc j'ai fait quelques thèses en co-tutelle avec le Mexique, avec le Japon, avec la Roumanie, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec d'autres pays en Europe. Et donc ces chercheurs sont maintenant, pour beaucoup d'entre eux, sont déjà professeurs et ils encadrent eux-mêmes des nouveaux doctorants. Donc en tout, j'ai fait soutenir 33 thèses dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, vous avez évoqué Tokyo, je crois que vous avez une collaboration continue depuis plusieurs décennies maintenant. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette expérience avec l'Extrême-Orient? C'est une fabuleuse expérience. J'adore Tokyo et j'adore le Japon de façon générale. Avec Tokyo, j'ai commencé à travailler en 1996. Donc je venais d'être maître de conférence à Paris 6. Donc cette collaboration a démarré par des séminaires, des workshops, etc. Et puis après, elle s'est beaucoup intensifiée. Donc j'ai un statut de professeur invité. J'y vais une fois par an. Et le laboratoire, il s'appelle le National Institute of Informatics. Donc c'est un des plus grands laboratoires d'informatique de Tokyo, oui. Qui est l'équivalent ça pourrait être le CNRST au Maroc ou le CNRS en France. Alors c'est une collaboration qui m'a permis en fait aussi d'avoir une ouverture sur cette civilisation parce que les collègues japonais sont très fidèles dans ce type de relation, c'est-à-dire que si vous commencez à travailler avec eux et si les choses se passent bien, eh ben vous allez travailler avec eux ad vitam aeternam. Voilà, donc j'ai appris à Tokyo que c'était un peu la civilisation du ponctuel, la civilisation du précis, la civilisation de l'ouverture aussi. Qui harmonise la diversité. Exactement, qui sait cohabiter avec la diversité. Elle l'absorbe, mais elle ne se dissout pas dedans. C'est cela. Et vous avez une expérience dans une contrée beaucoup plus lointaine qui est le Mexique. Et je crois que là aussi, c'est une expérience qui a été très approfondie à travers le temps.
tout à fait. Avec le Mexique, j'étais aussi professeur invité pendant une dizaine d'années. Donc je faisais un cours, j'étais chargée d'un cours que je faisais l'été à l'université de Veracruz. Alors, il faut savoir que les Mexicains, ils ont une très grande école d'intelligence artificielle. Hein. Il y a le MICAI, qui est la conférence internationale d'intelligence artificielle qui est portée par le Mexique depuis très longtemps. Ils sont très portés sur l'intelligence artificielle et la robotique. Et les Mexicains nous ressemblent énormément. Alors, moi, j'explique ça par la présence des Espagnols au Mexique, hein, parce que moi j'étais à Veracruz et on sait que El Cortés a débarqué par Veracruz. Toute la culture, l'architecture, la cuisine, il y a énormément de choses, et puis la chaleur humaine qui ressemble beaucoup à ce que nous trouvons chez nous au Maroc. Et voilà, c'est un peuple aussi qui est très ouvert sur l'international. Permettez-moi de faire un triangle maintenant. Donc, on était au Japon, le Mexique, et puis on va aller à Abu Dhabi. Abu Dhabi, là, vous avez une chaire de développement industriel qui vous conforte dans un autre type d'expérience, parce que là, c'est véritablement l'industrie plus que la recherche, bien que les deux soient aussi tout de même de plus en plus liés. Alors, dans mes recherches, j'ai toujours été très intéressée par l'application des travaux qu'on fait. Et donc, j'ai travaillé avec un industriel pendant 20 ans. Et c'est ce même industriel qui a créé cette chaire au Centre international d'IA qui s'appelle SKY, donc c'est le Sorbonne Center for AI, à Abu Dhabi. Donc je suis la titulaire de la chaire, et c'est une chaire qui porte sur les radars cognitifs. Donc par radar cognitif, on entend des radars qui sont augmentés par des capacités cognitives, donc des radars intelligents. C'est ça. Dans un contexte de système multi-agents, c'est-à-dire que les radars collaborent entre eux, se coordonnent, etc. etc. Donc c'est un domaine hyper pointu. On parle de métasenseurs lorsqu'on met plusieurs capteurs ensemble. On essaye par exemple, de surveiller des zones. Si vous voulez surveiller un aéroport ou une centrale nucléaire, un radar ne suffit pas. Donc il vous faut plusieurs senseurs. Senseur étant le mot pour dire capteur augmenté par du logiciel. Et donc lorsqu'on met plusieurs senseurs ensemble, on a des métasenseurs qui sont capables de faire de l'identification, du pistage. Et plus ils sont intelligents, plus leurs travaux sont intéressants. C'est-à-dire qu'ils sont plus précis en termes d'identification. C'est précisément le moment, je crois, d'approfondir maintenant vos recherches après ce premier parcours avec vous autour de votre formation, de votre enseignement, de vos recherches et de l'application de la recherche. Ces systèmes multi-agents, vous les avez évoqués 2 fois. C'est donc une intelligence artificielle distribuée, comme on dit souvent, où il y a, vous avez parlé de ces radars qui doivent communiquer entre eux, qui doivent précisément transmettre, capter de l'information et la transmettre. Est-ce que vous pouvez développer les 2 aspects que j'ai associés, d'intelligence artificielle distribuée et de système multi-agents? D'accord. Alors, l'intelligence artificielle distribuée peut être réalisée à travers des systèmes multi-agents. Mais les systèmes multi-agents sont plus larges que l'intelligence artificielle distribuée. Alors, parce que lorsqu'on parle de distribution, quand on parle d'intelligence artificielle distribuée, ça peut être simplement une distribution du calcul. Et on n'est pas du tout dans ce paradigme-là. Les systèmes multi-agents, c'est un paradigme qui vient sublimer des systèmes qui sont intrinsèquement distribués. Si vous voulez modéliser, par exemple, une flottille de drones, j'ai beaucoup travaillé sur les drones. Oui. Une flottille de drones, ce n'est pas une intelligence qu'on va répartir dans chaque drone, mais chaque drone est une entité intelligente toute seule. Mais à un moment donné, il faut que ces intelligences collaborent. Alors, lorsqu'on travaille dans les domaines de drones, on comprend très bien que, par exemple, pour des questions de discrétion, on n'a pas de communication entre les drones. Donc on ne peut pas parler de fonction globale, c'est-à-dire que les drones vont travailler séparément, vont être intelligents séparément, et par moment, ils doivent soit se synchroniser, soit collaborer, soit se coordonner. Alors ces 3 verbes que vous venez d'utiliser,
suppose qu'il y a un apprentissage des machines, et cet apprentissage en interaction signifie quoi par rapport à l'apprentissage classique hors machine pour les êtres humains qui ont eu des professeurs, des maîtres, des cahiers, etc. Là, nous sommes dans un autre univers. Précisément, comment ces machines communiquent entre elles, interagissent entre elles, et comment nous, humains, sommes inscrits dans cet apprentissage. Alors, l'apprentissage, moi je le vois à 3 niveaux. Oui. D'accord. Il y a l'apprentissage de l'humain en utilisant la machine. Ça, c'est l'apprentissage humain. C'est pas ce que je fais en particulier. Et il y a aussi l'apprentissage de la machine qui va apprendre les profils de l'humain. Et là, on est dans un apprentissage de la machine qui est au cœur de la machine. C'est-à-dire, l'humain, c'est un périphérique de la machine, si je puis dire. Oui. D'accord ? Lorsque vous naviguez avec un moteur de recherche, votre moteur de recherche apprend vos habitudes. Il vous étudie, il vous modélise, il vous simule, etc. Ça, c'est un autre type d'apprentissage. Il y a aussi l'apprentissage en immersion. C'est-à-dire, moi, j'apprends de la machine et la machine apprend de moi. Et là, on est dans des modèles, par exemple, de type des jeux sérieux. On fait aujourd'hui des jeux qui permettent à l'humain d'apprendre un jeu ou d'apprendre un cours ou d'apprendre quelque chose. Et la machine, dans ce processus-là, elle-même, elle apprend comment le joueur joue ou comment la personne apprend, etc. Et là, je retiens, excusez-moi, je vous interromps, je retiens 2 éléments très importants pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. C'est qu'il y a d'une part une part ludique, une part de jeu dans l'apprentissage. Je crois que c'est important, mais c'est un jeu sérieux pour reprendre vos termes. Et aussi cette idée très forte de l'interaction. On a l'impression l'interaction à tous les niveaux, interaction entre les machines, interaction homme-machine, interaction entre êtres humains. Sur cette interaction qui prend plusieurs dimensions, voyez-vous que c'est un des éléments qui peut accélérer ou optimiser les tâches, je dis les tâches qu'on peut accomplir et les tâches comme précisément de prévoir, de communiquer, etc. Tout à fait. Alors l'apprentissage, juste pour boucler la boucle, j'ai parlé des 3 types d'apprentissage. À l'interface de la machine, au cœur de la machine et en immersion avec la machine. Maintenant, cet apprentissage, il y a une autre dimension qu'il faut voir. C'est l'apprentissage individuel et l'apprentissage collectif. Tout seul, devant une machine, on apprend avec la machine, mais on peut aussi apprendre à plusieurs avec un médiateur qui est la machine. D'accord ? Et là, on est dans des contextes d'apprentissage collectif. Maintenant, aujourd'hui, il y a des domaines qui se développent. Je prends l'exemple de la cobotique. C'est le travail collaboratif avec le robot. Donc l'humain, il fait des tâches, il partage son autorité avec le robot qui, lui, va faire des parties, des tâches qui sont par exemple porter un objet très lourd. Oui, 50 kilos de cajot, c'est pas la peine que l'homme se fracasse le dos avec cela. Exactement. Donc il y a aussi cet apprentissage-là. Mais on oublie souvent de parler de la stigmergie, qui est l'apprentissage de l'environnement. Oui. Et cette stigmergie, on va la retrouver dans tout ce qui est apprentissage par renforcement. C'est-à-dire, il vous faut toujours, pour apprendre, il vous faut un oracle. Et lorsque vous faites une action, eh bien, le retour, le feedback de l'action va vous dire si cette action a été positive, négative, si vous avez réussi, pas réussi, etc. On a un retour régulier, c'est ce qu'on appelle le feedback, un retour régulier, réflexif en un sens, sur l'activité qui est menée et qui a un rôle très important, par exemple, dans les remédiations pour des malades qui ont besoin de voir le geste, le bon geste, et qui précisément peuvent avoir un début de Parkinson, etc. On leur fait des simulations pour améliorer leur attitude. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à travers les modèles mathématiques à la gestion des maladies. Oui, on a travaillé pas mal sur... depuis le Covid, beaucoup de gens se sont mis à étudier, à faire des simulations.
Alors, nous, on a utilisé l'intelligence artificielle à différents niveaux, hein, pour l'explication, par exemple. On a mis en place des outils d'explication, par exemple de la propagation du Covid. On a aussi travaillé sur l'explication de cette propagation d'un point de vue mathématique, en fait. Mais aussi, le CNRS en France, il avait mis le Covid pour les nuls. Et donc, il a utilisé aussi des outils d'intelligence artificielle pour sensibiliser, etc., etc. Donc, l'apprentissage va être utilisé dans ce contexte-là particulier pour sensibiliser, pour comprendre, pour expliquer des phénomènes, pour les simuler. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup d'apprentissage et de données. Oui. Et dans certaines situations, on n'a pas de données. C'est cela. Et la simulation permet de générer des données à partir des modèles. C'est un enjeu très très important, c'est-à-dire que dans le déficit des données, on compense ce déficit par de la prévision et de la simulation afin précisément et on a de plus en plus besoin en santé publique, par exemple, de modèles prévisionnels parce qu'on n'est plus sur l'échantillon individuel. Là, vous avez parlé de propagation. Nous avons et nous vivons toujours cette situation pandémique. Et je crois que l'informatique et cet apprentissage numérique dont vous nous avez donné plusieurs étapes est tout à fait majeur. Si vous voulez bien... Alors juste pour revenir sur la stigmergie et l'environnement... Oui, une précision. Une précision, c'est que très souvent, quand on interagit avec l'environnement, on le modifie. Bien évidemment. Et donc, il y a une dynamique qui s'installe, qui renforce mutuellement. L'environnement se renforce et l'interaction renforce les deux côtés. Donc, c'est comme dans un dialogue. Lorsqu'on échange... je modifie votre état mental et vous modifiez le mien en retour. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à converger vers des consensus, à prendre des décisions collectives, à faire des négociations, etc. Mais je crois que ce que vous venez de dire est très très important. Ça permet de comprendre que le robot n'est pas un automatisme. On le confond avec un automatisme au sens où il y a cette interaction avec l'environnement et cette modification, alors que l'automatisme est un mécanisme prévu d'avance, lancé et souvent on parle de société automatisée au sens de la société robotisée, mais c'est deux choses bien différentes. Nous, on parle plutôt de l'autonomie que de l'automatisation. Voilà. Et l'autonomie, c'est la capacité du robot à prendre des décisions tout seul. Un drone, il va prendre des décisions sans se référer à son QG. Mais il y a peut-être un danger dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut distinguer entre exécuter un ordre et le décider? Je comprends qu'il faille surveiller des frontières par des robots. Je comprends qu'il faille se reposer sur les radars dont vous avez parlé. Mais peut-être que déléguer la décision est un acte assez... Alors, il y a eu beaucoup de travaux en aéronautique, en aérospatiale, sur ces sujets-là. Ça s'appelle les modèles ELOA, Level of Autonomy, Autonomy and Automation. Donc, quelle est la différence entre l'autonomie et l'automatisation? Il y a des débats, surtout dans les milieux de la défense, par exemple, dans les secteurs de défense. Moi, personnellement, j'ai un avis qui est que si j'envoie un robot au fin fond de la mer pour remonter une épave d'avion qui a crashé, le Rio-Paris par exemple, eh bien j'ai très envie que le robot soit autonome. Maintenant, si c'est un robot qui va lancer des missiles sur des voyageurs dans un désert, je préfère qu'il ne soit pas autonome. Voilà. Donc à toute situation, il faut être capable de moduler la collaboration. Il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Oui. Il y a quand même des règles qui sont bien connues à l'échelle internationale. C'est-à-dire, par exemple, les robots tueurs, on n'en veut pas, personne n'en veut. Mais des robots qui sont autonomes dans certaines décisions, pourquoi pas, je veux dire... Vous avez évoqué la défense, vous avez évoqué les drones, vous avez évoqué des questions qui de plus en plus soulèvent des problématiques éthiques, et je crois qu'il faut qu'on s'arrête sur ce point. C'est d'ailleurs le troisième, je vais vous inviter d'ailleurs à aller à l'extérieur de ce bâtiment.
c'est le troisième moment où nous allons parler des horizons sociétaux, civilisationnels, stratégiques et votre propre vision. Donc nous nous acheminons pour ce troisième moment. Après vous, s'il vous plaît. Merci. Bien, nous nous acheminons vers notre troisième moment de conversation avec vous, Madame Filah Serrochni. Nous avons commencé à évoquer les enjeux éthiques. Je sais que vous êtes membre de la COMEST. Est-ce que vous pouvez décliner l'acronyme COMEST, Commission? La Commission mondiale de l'éthique, des sciences et des technologies. Par exemple, cette année, nous travaillons sur l'éthique des objets connectés, l'éthique de la robotique et de l'intelligence artificielle. C'est lié à l'UNESCO, je crois que c'est l'instance qui... Oui, c'est une commission mondiale composée de 18 membres qui représentent les pays membres de l'UNESCO. Donc moi, j'y siège en tant que Marocaine et en tant que... pour représenter aussi la France. D'accord. Dans cette commission d'éthique. Vous avez parlé de commission mondiale, donc effectivement ce sont tous les enjeux que vous avez développés autour des apprentissages, autour du numérique. Certains parlent de la révolution numérique qui a des effets sur le travail, qui a des effets sur aussi les disparités. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à l'Afrique, compte tenu de votre engagement à l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Tout à fait. Alors, l'Université Mohamed VI Polytechnique est une université d'excellence qui est tournée vers l'Afrique, qui accueille aussi beaucoup d'étudiants africains et qui est donc un lieu de science et de savoir. Et nous sommes particulièrement intéressés par l'intelligence artificielle puisqu'on a fondé cette année le centre AI Movement, donc le mouvement vers l'IA et par l'IA, l'intelligence artificielle, qui est le Centre international d'intelligence artificielle du Maroc et qui est basé à Rabat. Qui est basé à Rabat, et donc c'est un très grand projet pour vous, un commencement d'une carrière nouvelle qui est en même temps simultanée avec celle que vous continuez en France. Et donc il y a ces disparités. On disait autrefois nord-sud. Aujourd'hui, vous avez parlé du Maroc comme hub pour l'Afrique, pour ces questions des objets connectés, de l'intelligence artificielle en général. L'essentiel à vous écouter, c'est tout de même la formation et les étapes. Je crois que vous avez une idée très précise des étapes que l'on peut franchir pour arriver à un apprentissage accéléré. Tout à fait. Alors, moi, j'aime bien parler de l'apprentissage avec une vision concentrique. Donc, je défends l'idée qu'on devrait mettre en place des formations de formateurs qui eux-mêmes vont former d'autres formateurs, etc. J'avais à un moment donné évoqué la triple peine pour la femme rurale déconnectée. Femme, rurale et déconnectée, c'est ça la triple peine. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent d'avoir des formations qui soient large échelle et aussi très inclusives et qui prennent en compte cette fracture. On peut parler de la fracture numérique, mais au niveau de l'intelligence artificielle, il y a un gap tel entre le nord et le sud. Fossé, oui. Tout à fait, il y a un fossé qu'il faut absolument combler et il faut aussi... et on le comble par la formation. On le comble par la formation parce que c'est la formation qui crée le vivier. Faire de la formation exécutive pour aussi réintroduire l'intelligence artificielle dans les administrations, dans les différents secteurs, dans l'industrie, etc. Mais il faut former les générations futures. On a une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Oui, c'est ce que disait le grand philosophe Hans Jonas. Tout à fait, je m'inscris tout à fait dans cette réflexion. On a deux types de responsabilités. On a la responsabilité éthique. Hans Jonas disait ça, lui se positionnait sur l'éthique des connaissances et des technologies. Et on a aussi une responsabilité dans l'opérationnalisation et dans l'inclusion, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau de
du genre, par exemple, l'inclusion, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui doit être complètement prise en compte dans les formations que nous mettons en place. Voilà. Amartya Sen, le philosophe indien prix Nobel d'économie, avait dit que la croissance devait s'accompagner absolument d'un développement, et c'était pour lui le sens de la croissance inclusive. Et vous avez prononcé le mot d'inclusion, je crois qu'il est très important. Nous avons commencé l'émission en évoquant un trait civilisationnel du Japon, la diversité harmonisée. Nous la terminons par cette notion d'inclusion, qui est aussi une façon d'intégrer la diversité et de pallier les problèmes liés aux inégalités, inégalités hommes-femmes, inégalités numériques. Il y a des personnes connectées, il y a des personnes isolées. Et je crois que ce message que vous avez indiqué d'aller toujours vers plus de formation, ce n'est pas une abstraction. Non, il faut aller vers plus de formation et partir aussi du terrain. Il faut que les formations viennent répondre aussi à des besoins. Et c'est pour cela que l'Afrique, aujourd'hui, pose un certain nombre de défis, que ce soit dans la manière dont on va former les jeunes, les sujets pour lesquels nous allons former ces jeunes. Nous savons tous qu'on a un rendez-vous en 2030 avec les objectifs du développement durable, par exemple, les ODD, qui ont été définis, qui ont été déclinés de différentes manières. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc a besoin d'une stratégie nationale pour développer l'intelligence artificielle de façon cohérente, de façon ambitieuse, et aussi pour aller vers essaimer cette vision au niveau de l'Afrique et répondre aussi à des problématiques africaines. Votre tout dernier message, je crois que vous tenez à l'indiquer en langue arabe. Tout à fait. Alors, mon dernier message, c'est mon père qui me disait ça tout le temps. Il disait « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah » wa kan kayqul aussi « Wa kada al-jahlu an yakuna kufra » Shukran, voilà. Madame Elfillah Sahrouchni, pour votre prestation, pour votre mise à disposition de votre science auprès de nos téléspectatrices, nos téléspectateurs. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous vous remercions infiniment pour votre bienveillance, pour votre écoute, et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission, Inch'Allah. Au revoir.